Et donc maintenant, nous allons arriver à la femme architecte. Femme architecte, nous en avons évidemment plusieurs ce soir. Nous avons Dominique Jacob qui a eu le prix l'année dernière. Nous avons Sophie Berthelier qui a eu le prix en 2017. Et cette année, mais qui donc a reçu le prix Dominique Jacob? Pouvez-vous nous dire? Alors, Catherine, je vais ouvrir l'enveloppe. À qui vais-je passer le flambeau pour cette année 2020? Et donc, je suis ravie de vous annoncer que le prix des femmes architectes 2020 est décerné à Florence Lipski dans la catégorie femmes architectes. Bravo Florence! Nous allons pouvoir visionner sa vidéo. Vous nous avez expliqué votre parcours et vos projets qui nous ont évidemment passionnés. Et donc, à tout à l'heure, Florence. Oui, peut-être 2 mots. Oui, allez-y. Juste pour remercier le jury, vous remercier Catherine, bien évidemment. Remercier Dominique, parce que je trouve que c'est un assez joli passage de relais du profil de Dominique, l'architecture qu'elle conçoit, vers une architecture qui est peut-être conçue différemment et un profil un peu différent. Et j'ai apprécié qu'elle soit sensible à ce qu'on fait à l'agence. Et puis un petit mot aussi pour dire, on a parlé de résistance, je pense qu'il faut parler aussi de militante. Voilà, et je suis assez contente de pouvoir participer pendant une année à soutenir ce prix, à lui donner plus de visibilité, à militer pour qu'on renouvelle les relations entre les hommes et les femmes dans le cadre de l'architecture. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, mais qu'il y en a encore beaucoup de chemin à faire, que ce soit sur le terrain de l'opérationnel comme dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. Et voilà, je compte bien contribuer, m'investir autant que possible au rayonnement de l'association. Parce qu'en effet, je rebondis sur ce que dit Florence. Cette année, on a la chance d'avoir une femme architecte qui a à la fois un profil avec une agence, avec Pascal Rollet, avec lequel elle est associée depuis 1990, mais elle est également enseignante, professeure d'architecture. Et on en a parlé, il y a encore très peu de femmes professeurs d'architecture. Beaucoup sont maîtres assistants. Et très peu, et ça, je pense que Florence va œuvrer pour qu'il y en ait de plus en plus. Ils ont également un profil de chercheurs et de publications diverses. Donc on a vraiment un parcours vraiment très complet d'une agence depuis 1990 et je pense que c'est vraiment fantastique que tu reçoives ce prix cette année. Merci, bravo en Florence. tout cas, je ferai mon possible. Bravo. Bravo. Nous allons passer à la petite vidéo qui présente vos travaux et on se retrouve dans quelques instants juste après. Bonjour, Florence Lipski. Vous êtes nommée par le jury Femme architecte de l'année dans le cadre du prix français des femmes architectes. Toutes mes félicitations. Bravo. Merci Catherine, je suis ravie d'être parmi vous cette année. Je pense que c'est très important qu'on soutienne les femmes architectes, qu'on soutienne une évolution aussi du métier. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont déjà été faites, mais qu'il y a des nouvelles étapes à franchir. Et voilà, je pense que chaque génération d'architectes femmes doit contribuer et je suis ravie d'être avec vous cette année. Bien entendu, le jury est composé de 14 personnes, donc, et c'est l'unanimité des membres du jury qui ont abouti à votre élection. Et donc, ce n'est pas le fait du prince, mais bien entendu le choix, notamment de la précédente lauréate, qui était Dominique Jacob, et qui va nous retrouver tout à l'heure pour vous remettre ce prix. Donc, ce prix est aidé par le ministère de la Culture, le pavillon de l'Arsenal, l'Ordre des architectes, les Ciments Calcia, BNP Paribas, Cogedim, Unibail-Rodamco, Bâti Actu, Théma et le Journal de l'architecte qui est diffusé en France et en Belgique. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour fêter le prix de la femme architecte 2020. Nous avons le grand plaisir, le grand honneur d'être avec vous, Florence Lipski, associée à Pascal Rollet. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre carrière, de vos études, de la façon dont vous avez commencé votre vie professionnelle? Bien, je suis donc architecte praticienne et aujourd'hui professeure à l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Je suis diplômée de l'école d'architecture de Grenoble, école d'ailleurs qui était avant les autres peut-être dans un mélange entre l'enseignement du projet et des laboratoires de recherche.
Mon profil est très à cheval et très hybride entre la pratique de l'architecte et puis l'enseignement et la recherche. J'ai un doctorat d'architecture sur le thème que j'ai finalisé en 2014 sur la problématique du territoire spécifique, du petit territoire d'ailleurs, du territoire spécifique des campus. Je l'ai mené dans un travail comparatif entre les campus américains. Je suis allée chercher dans les campus anciens pour essayer de voir comment le campus de demain pouvait garder son identité et en même temps être un lieu de vie accueillant pour les étudiants. Je considère que passer plusieurs années sur un campus est formateur d'une culture architecturale pour l'homme et pour soit l'étudiant comme le professeur. Donc, ce travail de thèse m'a vraiment influencé sur la manière dont je vois aujourd'hui la question du territoire et du milieu, la fabrication du milieu de vie, et ça influence beaucoup mon travail. Vous avez eu les honneurs de recevoir notamment l'Équerre d'Argent. Vous faites partie de l'Académie d'architecture. Vous étiez aussi membre du Conseil régional de l'Ordre des architectes. Donc vous êtes quelqu'un qui est reconnu par la profession et qui est recherché et fêté et célébré, notamment aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler un peu de votre engagement et de la façon dont vous avez fondé votre agence avec Pascal Rollet et dans quelle perspective, quelle méthode de travail vous adoptez? Alors, c'est vrai que je suis engagée dans des associations assez différentes où j'essaye d'apporter ma plus-value sur des sujets précis. J'aime participer au cercle qualité du bassin minier parce que c'est un territoire historique industriel en train de se transformer. Donc, j'essaye d'amener ma pierre à l'édifice dans ce cercle qualité. Je suis engagée aussi dans la filière bois, à l'association pour le soutien de la filière bois, à l'organisation aussi de la filière bois. Il y a un collège d'architectes et donc j'essaye, suivant mes compétences, d'essayer d'amener effectivement une forme de plus-value dans les cercles associatifs. Alors notre travail avec Pascal Rollet, on s'est donc rencontrés à l'école d'architecture de Grenoble et on a fondé une sorte de vision holistique de l'architecture qui prend sa source dans une somme d'expériences qu'on a faites entre la fin de nos études et la création de l'agence, qui sont très ancrées dans des cultures étrangères, que ce soit l'Afrique. On est allé quelques années à Mayotte développer pour lui la filière de construction en terre. Moi, j'ai fait les premiers aménagements du village. Ensuite, on est allé aux États-Unis. Et je pense que ce sont des endroits où on a travaillé soit sur le terrain, dans des situations de crise, où on est allé à l'essentiel, où cette notion de frugal dont on parle beaucoup aujourd'hui, on l'a vécu sur le terrain. Et c'est des armes, des convictions et des pratiques qu'on a vraiment emmagasinées et qu'on réutilise aujourd'hui dans des situations de crise comme on les connaît. Et dans des situations aussi où il faut qu'on produise, par exemple, du logement en grande quantité et où il faut qu'on aille assez vite à l'essentiel et où on pense les questions de préfabrication et de millimanisme. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les expériences, qu'elles soient académiques, qu'elles soient de l'ordre de la recherche, sont vraiment mises à profit aujourd'hui dans le cadre de l'agence. L'agence qu'on forme avec Pascal Rollet, c'est un lieu d'assemblage, l'agence pour nous. C'est un lieu où on assemble les résultats d'expériences de recherche ou d'expériences industrielles qu'on a menées dans d'autres systèmes de production, dans d'autres endroits ou dans d'autres temps, et qui se retrouvent dans le projet, dans le cadre des projets. Nous allons maintenant aller voir certains de vos projets que vous avez bien voulu nous montrer dans le cadre de cette remise de prix. Donc, la première opération que nous voyons maintenant, ce sont les grands ateliers qui se situent dans la région de Grenoble. De quoi s'agit-il exactement? Oui, alors les grands ateliers, c'est un projet qu'il faut resituer comme étant le premier d'une série de bâtiments qu'on juge de l'ordre du bâtiment-outil. Ce qu'on appelle bâtiment-outil, c'est qu'on revendique la typologie industrielle au-delà de l'écriture industrielle, parce qu'on n'est pas toujours dans l'écriture industrielle, mais on revendique cette typologie comme une manière de pouvoir répondre aux attentes de notre siècle sur la mobilité, la flexibilité, l'adaptabilité de l'architecture. Ça permet d'ancrer la notion
durable et de ce qu'on appelle en anglais sustainable architecture. Ça permet d'ancrer cette capacité de l'architecture à se recycler, à se renouveler. Et on pense que que la typologie industrielle est une manière de répondre. Donc les grands ateliers, c'est avant tout un bâtiment très simple, c'est une grande halle qu'on est en train de voir là à l'écran, et puis une grande toiture, et une capacité d'être à la fois une école, une usine, un théâtre, c'est très hybride. Et ça a permis, et on en est assez fiers, le développement d'un enseignement du learning by doing que Pascal Rollet pilote dans sa carrière d'enseignant, avec d'autres gens d'ailleurs, hein, mais ce qu'il a permis de développer et qui rayonne bien en France aujourd'hui, l'idée que la Grande Halle puisse être un lieu d'expérimentation où on fait des prototypes à l'échelle 1 et une autre manière d'enseigner l'architecture. Le suivant est le musée du cristal à Saint-Louis, qui met en valeur le cristal bien plus que finalement l'architecture qui reste discrète. Oui, le musée du cristal, c'est justement un bâtiment-outil. L'idée qu'on a besoin d'un outil qui soit au service de la culture et d'une économie. Là, c'est le bâtiment, c'est la manufacture de cristallerie Saint-Louis qui appartient aux cristalleries et à Hermès, se situe dans les Vosges. Et en pleine campagne, et donc ça se mérite d'aller voir le musée, et on est dans un musée qui est totalement lié à la production. On visite la manufacture et en même temps on visite l'usine. Voilà une petite vue à gauche, c'est le musée, et puis on a la grande halle qui est en fait un lieu de production. Puis ensuite, on a une promenade. Voilà, on va rentrer dans le musée. Voilà, le musée, on est arrivé à convaincre les clients d'installer le musée sur des anciens fours. Donc les fours sont en bas, et là on a une simple rampe qui part des fours et qui est une promenade autour des étagères sur lesquelles sont posés en masse les objets. Ce qui est important pour nous là, c'est au-delà de la promenade, c'est que structure et architecture font vraiment un tout. La structure bois s'efface, on n'a aucun assemblage qui sont visibles. L'idée dans la mise en œuvre, c'était de donner la première place au cristal, le côté tout didactique aussi du musée qui explique comment se fait l'évolution de la taille du cristal. Et donc on doit avoir l'œil rivé sur l'objet en cristal et voir faire disparaître en tout cas l'architecture autant que possible. C'est ce qu'on voit sur cette vision très proche. Nous allons un peu changer d'échelle. Nous allons passer au Macrolot 83, qui est situé à Boulogne-Billancourt, dans une ZAC dont vous avez fait d'ailleurs l'aménagement général. Oui, la période des années 2010, c'est une période où dans Paris après, et puis ça a commencé ici dans la ZAC Rive de Seine, on fabrique le tissu urbain par la grande échelle et on se met à travailler à l'échelle du Macrolot. J'ai été très intéressée par cette grande échelle et micro-échelle à la fois, hein, mais le Macrolot n'est plus l'échelle de la parcelle, donc on mélange énormément de programmes, il n'y a pas que du logement, hein, et on se met à avoir une sorte de manière de faire l'architecture qui est différente, à plusieurs architectes, avec les promoteurs. Et donc là, dans ce cas précis, on a un parc, le bâtiment fait face à un parc, et puis de l'autre côté, on a encore un microclimat avec un jardin. L'intérêt du Macrolot, c'est qu'on est sur de la densité, la taille du Macrolot et le paysage jouent un grand rôle pour accepter cette densité, et les logements aussi. Là, vous voyez donc le bâtiment principal qu'on a fait, on a travaillé l'enveloppe, le prolongement des logements est très important pour nous, on le voit en période de confinement aujourd'hui. Le projet suivant, c'est la Maison de l'Inde à la Cité universitaire à Paris, dans un contexte avec une architecture remarquable, Le Corbusier, Jeanne Rey, m'avez-vous dit. Et donc là, vous avez travaillé sur des matériaux tels que le bois. Donc c'est une construction qui est assez étonnante malgré tout. Oui, c'est un très beau site et c'était un peu le réveil du cœur de la cité universitaire quand on a gagné ce concours, parce qu'on est vraiment dans la partie la plus ancienne. C'était un concours gagné où le gouvernement indien voulait vraiment montrer aux Français, en tout cas, qu'ils étaient en capacité d'être vertueux et pas forcément des nations pollueuses. Et donc, ils nous ont demandé
en un an de faire le bâtiment et effectivement, ils nous ont donné un peu carte blanche sur le bois. C'est une période où le bois, les réglementations bois évoluaient. On a pu pour la première fois en France à ce moment-là construire 7 étages bois en structure bois avec juste le noyau béton. Et on s'est inspiré de l'architecture de Doshi avec ces balcons très profonds pour les chambres des étudiants, en façade est, là on voit la façade sud, l'idée qu'ils sont un peu héliotropes, hein. On passe un peu à une architecture non standard, là on voit la chambre avec le balcon. Et aussi, vous avez nous parlé un peu de cette fresque qui est magnifique et qui est faite par des Indiens, des équipes d'artistes faisant partie d'une région particulière. Oui, la belle commande de la cité, c'est de dire que c'est un architecte français qui a construit, mais on est aussi dans les croisements de culture, on est très attaché à ça avec Pascal. Et donc, on a travaillé avec des artistes pour la partie des cuisines. À chaque niveau de logement étudiant, les cuisines sont des cuisines partagées, parce que les familles, les étudiants sont loin de leur famille et c'est important qu'ils aient une vie sociale entre étudiants. Donc, ils font la cuisine ensemble, ils travaillent ensemble. Et donc, chaque cuisine reçoit une fresque sur 7 étages. On a à chaque fois une légende de cette tribu Warli, qui est une tribu vers Mumbai, vers Bombay, dans l'ouest, qui n'a pas d'alphabet, mais qui a ce travail graphique qui raconte chaque fois la vie quotidienne. Et donc, on a une fresque par étage. Donc, le dernier projet dont vous allez nous parler, c'est Ralil. Oui, c'est une commande qu'on retrouve assez souvent en France aujourd'hui, qui est d'essayer de mixer les usages, cette question de la mixité. Et là, on est sur une mixité bureau-logement, avec du logement social, sur un site historique aux portes de l'île, de Ralil. Et la proximité de l'autoroute le rendait assez, on va dire même rébarbatif. Et donc, on a fait comme une orange. C'est un projet qui s'ouvre avec au cœur un jardin, une sorte d'île. Pour moi, c'est une île qu'on essaye d'enchanter en tout cas. Et le jardin joue un rôle majeur entre les logements et les bureaux. C'est un lieu de bien-être pour les habitants le week-end ou n'importe quand. Mais c'est aussi un filtre entre la vie du bureau et la vie des habitations. Donc ensuite, on a continué ce travail qu'on mène sur les enveloppes intelligentes, les enveloppes très très simples, des techniques très très archaïques parfois. Et là, une fois de plus, on retrouve ce travail sur les logements mis en œuvre différemment de Boulogne. On a toute une façade, c'est une tour de 17 étages là, toute une façade. Voilà, on voit la tour, toute une façade en fond de loggia, en Douglas, et puis ce travail sur les loggias et l'idée des prolongements extérieurs, parce qu'on vous revoit bien encore une fois en confinement, on a besoin d'avoir cette notion aussi de réapprendre à vivre dehors et d'être capable de réinvestir les extérieurs et de travailler plus que jamais sur une notion qui est très basique pour les architectes, qui est la relation entre le dehors et le dedans. Florence Lipski, je voulais vous remercier d'avoir bien voulu nous expliquer tous vos projets de cette manière. Et en plus, nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous remettre votre diplôme en tant que lauréate du prix français des femmes architectes 2020. Bravo, félicitations, et c'est un grand honneur pour moi de dire que tout le jury a été unanime et vous félicite au travers de moi. Bravo. Merci Florence. beaucoup Catherine et merci pour le jury. À vite. Dominique Jacob, vous avez eu le prix de la femme architecte en 2019 et cette année, vous allez remettre le prix à Florence Lipski. Oui, absolument Catherine. Donc, chère Florence, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis extrêmement ravie que tu reçoives ce prix de la femme architecte 2020 et que, comme nous en parlait tout à l'heure, tu milites en effet pour la présence et la parité des femmes dans ce milieu de l'architecture. Je te donne ce diplôme. Je vais juste dire quelques mots sur ton parcours et après on te laissera peut-être dire quelques mots sur vos travaux avec Pascal Rollet. Florence donc, est diplômée en 1985 à l'école d'architecture de Grenoble.
Elle a fondé son agence avec Pascal Rollet en 1990 et elle a obtenu de prestigieux prix. Tu as été lauréate de plusieurs bourses, dont la Villa Kufo-Jama à Kyoto, la Villa Médicis hors les murs également dans des campus aux États-Unis, ainsi que la bourse Lavoisier du ministère des Affaires étrangères. Et je pense que ces bourses ont été l'occasion pour vous de vous entraîner sur ce travail de recherche après qui anime votre architecture. Vous avez également eu le prix de l'Écart d'argent avec le campus d'Orléans-la-Sousse et je crois aussi le prix de la première œuvre avec le projet, là tu me le préciseras, mais bon, vous avez eu un parcours avec beaucoup de différents succès et de très beaux projets, dont le dernier sur la Maison de l'Inde dans Paris. Donc peut-être tu vas nous en parler un petit peu plus. Bravo, et je suis extrêmement ravie que tu reçoives ce prix. Merci. Alors merci surtout au jury et à Catherine et Dominique pour ce passage de relais. Je suis très honorée de prendre la suite pour une année du travail de militantisme que mène Dominique sur la question de la parité. Avant de parler de l'agence, je voudrais insister sur cette question, on vient de le dire, résistance, militantisme. On a dit qu'on n'était jamais assez militante. Alors oui, il y a un prix de la femme architecte, on n'en a pas honte. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus de place à la visibilité des femmes, à leur parole aussi. J'espère que dans ce profil que j'ai, qui est d'être sur le terrain et aussi enseignante, je vais soutenir ça. La parole, c'est peut-être finalement ce qui est le moins partagé entre les hommes et les femmes. La pensée, voilà. Donc les femmes, ça pense, ça travaille, ça se lève tous les matins, mais ça fait des choses comme les hommes. Donc j'espère que l'année que je vais passer à soutenir ce prix et cette association va contribuer à se dire qu'il faut qu'on fasse un peu évoluer nos relations et qu'on sera peut-être meilleurs en architecture tous ensemble sans avoir autant de compétition et en laissant peut-être un peu plus de place aux femmes, quoi. 2 mots sur l'agence. C'est une agence où on est très 50-50. J'ai un associé qui pense qui est éduqué comme ça et qui pense qu'une femme c'est la moitié de son agence. Donc de ce point de vue-là, j'ai jamais eu de soucis. C'est une agence où, du fait de nos profils d'enseignants-chercheurs, l'agence c'est le lieu de l'assemblage de plein de recherches et de prototypage et d'expériences qu'on fait à l'extérieur de l'agence et c'est un peu le lieu de synthèse, le moment du projet, de la construction. On appelle un peu ça laboratoire d'architecture. On fait peut-être pas beaucoup de projets, mais on essaye en tout cas d'avoir une forte notion de service auprès de nos clients et d'être un peu toujours à mettre au service les expériences qu'on fait en amont, les mettre au service de l'opérationnel et de faire un peu avancer les choses en termes écologiques et environnementaux. Voilà en quelques mots les aspirations. Encore une fois, bravo Florence, tout le monde Donc ce prix, c'est un prix de la qualité architecturale, c'est un prix où les femmes sont honorées parce qu'elles sont trop à l'ombre, trop peu connues, trop peu valorisées. Et d'ailleurs, nous avons des soutiens, et des soutiens qui ne sont pas des moindres, puisqu'il s'agit du président du Conseil national de l'Ordre des architectes, Denis Dessus. Mais ce n'est pas ce monsieur-là particulièrement, mais c'est bien le Conseil national de l'Ordre des architectes qui nous soutient depuis la création du prix, c'est-à-dire depuis 2013. Donc nous avons eu le plaisir d'interviewer monsieur Denis Dessus, président de l'Ordre des architectes du Conseil national actuel, et nous espérons bien entendu que le suivant fera pareil. Donc bravo à Denis Dessus et bravo à Florence Lipski. Merci. Alors vraiment toutes nos félicitations, le jury a été unanime, vous avez été vraiment choisis parmi un panel assez exemplaire de femmes architectes et nous avons trouvé que votre place était bien celle de la lauréate du prix. Donc quelques mots maintenant de notre ami Denis Dessus qui va nous parler de ce prix et aussi de la dimension internationale, puisque ce n'est pas une question mineure. Il est important que ce prix rayonne à travers toute l'Europe et voire tout le monde. À tout de suite. Bonjour, Denis Dessus, vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Bonjour Catherine et bonjour à tous vos
participants. Ce prix existe depuis maintenant 8 ans et a le soutien de différents partenaires, y compris le ministère de la Culture, la ville de Paris, la région, le Conseil régional et le Conseil national de l'Ordre des architectes, BNP Paribas Real Estate, les ciments Calcia, Unibail-Rodamco Westfield, Bâti Actu, Cogedil, Théma et le journal de l'architecte. Donc ce prix, comme je vous le disais, comme vous le savez parfaitement, existe depuis plusieurs années. Nous avons le soutien de chez vous depuis sa création, avec Monsieur Carly au début, puis Catherine Jacot et maintenant c'est vous. Et nous vous en remercions 1000 fois parce que c'est important pour nous d'être reconnus par nos pairs. Donc cette année, comme vous le savez, c'était une très très belle, un très beau panel de femmes architectes. Donc dans les années antérieures, nous avons eu Manuel Gautran, nous avons eu Odile Deck, Corinne Vezzoni, Véronique Joffre, Sophie Berthelier, Dominique Jacob et cette année Florence Lepski. Que pensez-vous de ce panel des femmes architectes de plus de 40 ans? Déjà, vos sélections précédentes étaient solides, avec des architectes qui sont reconnus au niveau national et pour certaines internationales, et qui sont pour la plupart des copines également, qui portent des architectures fortes, ce sont aussi très caractérisées, ce sont aussi des fortes personnalités. À mon avis, être une forte personnalité, c'est nécessaire pour vaincre les difficultés de l'accès à la commande. Donc voilà, parfait. Donc nous avons aussi un prix pour les jeunes femmes, puisque vous savez que les jeunes femmes, comme les jeunes hommes, ont quand même besoin d'un peu d'appui et d'être consolidées par leur père et peut-être même soutenues par des femmes ou des hommes plus âgés. Donc nous avons eu par exemple l'architecture, Agnès et Agnès, des clics et des calques, Oeco Architecture, et cette année c'est une équipe marseillaise qui s'appelle Awesome. Ce sont 3 jeunes femmes et un jeune homme de Marseille qui ont gagné le prix. Donc que pensez-vous de l'idée de mettre en avant les jeunes femmes architectes? L'intérêt des prix, c'est de reconnaître une œuvre, mais c'est également d'aider dans une carrière. Et je ne connais pas cette jeune équipe. En tout cas, ils marchent déjà très fort. Et je suis allé voir ce qu'ils faisaient. Ils ont beaucoup de talent. Et donc, bon vent à eux. Je crois qu'ils sont très, très bien partis. Et ce prix va les aider. Je l'espère. Il y a aussi donc un prix pour l'œuvre originale. Donc, c'est soit une démarche, soit un projet un peu spécifique. Par exemple, prenons Véronique Descharrières pour le zoo de Vincennes. Prenons Fabienne Bull l'an dernier en tant que professeure qui aide les jeunes étudiants à se plonger dans le développement durable et dans les techniques traditionnelles. Cette année, nous avons Sophie Denisov qui a une mention pour son travail sur les banlieues avec Roland Castro et sur son projet Habiter le ciel. Et une Suisse qui s'appelle Catherine Trebeljar qui a fait une magnifique réhabilitation en Suisse de la sous-préfecture ou de l'ancienne préfecture. J'ai une question spécifique sur les femmes qui ne sont pas forcément architectes, mais exerçant à côté de la profession ou avec, comme les CAUE ou dans la maîtrise d'ouvrage. Pensez-vous que ça serait bien de les intégrer dans cette catégorie? Enfin, ce qui m'importe, moi, en tant que représentant de l'ordre, c'est la qualité de la production architecturale. Et je dois tout faire pour arriver à ça. Ce qui importe, c'est que les talents puissent s'exprimer. Et pour cela, il faut que le niveau culturel de ce pays s'améliore, que les procédures que l'on met en œuvre permettent de faire émerger les meilleurs projets. Donc, je réponds oui à la question. Tout ce qui participe à cette amélioration de la culture partagée est à être valorisé, que ce soit dans la réflexion, dans l'apport de nouvelles approches, je sais pas moi, sociologiques, constructives, écologiques. Donc, bien évidemment, les gens qui réfléchissent, qui ont un apport qui n'est pas que sur la maîtrise d'œuvre, sont à mettre en avant et il faut leur donner des micros, il faut qu'on entende leurs réflexions. Merci. Un dernier prix dont je voulais vous parler, c'est le prix international. Vous savez que depuis 2017, notre prix a une dimension internationale avec Carme Pinos en 2017, Amanda Livette, en anglaise bien connue, en 2018, et Francine Houben en 2019. Cette année, nous avons fait 2 ex-aequo avec Benedetta Tagliabue et Anna Heringer. Les 2 sont évidemment tout à fait remarquables, l'une
pour la poésie de son travail et l'autre pour le travail en participation et avec les matériaux locaux, avec une architecture tout à fait magnifique. Donc, nous avons aussi les partenaires allemandes et dans un projet Yes We Plan. Donc, que pensez-vous de l'idée de valoriser les partenaires étrangers également? C'est très bien. Moi, je pense que c'est très bien. Ça donne des sujets, une vision qui est autre que notre vision franco-française, même si les architectes que vous avez, à qui vous avez donné le prix, ont une pratique internationale. Et je comprends très bien que quand on s'occupe d'un sujet, que l'on s'investit dans une association, on a envie que cela prenne de l'importance et du poids. On veut créer des liens et des synergies pour garder la dynamique et donc travailler avec les consoeurs et les organisations internationales et la suite logique de votre association. Donc, c'est d'autant plus facile avec les architectes européens. Vous savez que nous avons une organisation commune, c'est le Conseil des architectes européens qui est basé à Bruxelles et qui constitue une vraie courroie de transmission avec la Commission européenne et qui se préoccupe également des problématiques de parité qui sont un peu inégales dans nos pays, même en Europe. Effectivement, donc, grâce au Conseil européen des architectes, nous sommes impliqués dans un projet international européen. Ce projet s'appelle Yes We Plan, avec la Chambre des architectes allemands, autrichienne et slovène, ainsi que l'école de Valence, l'école polytechnique de Valence. Donc, en 2021, nous allons organiser un colloque international sur la place des femmes architectes dans l'Europe et nous souhaitons bien entendu faire la synthèse de l'étude que nous sommes en train de faire et également inviter l'ordre et ses représentants pour parler des travaux que vous avez conduits d'ailleurs sur une enquête sur la place des femmes dans l'architecture, mais pas seulement les femmes, une enquête nationale que vous avez menée de façon récente. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, nous avons un outil qui s'appelle Archigraphie, qui permet d'avoir, qui est publié tous les 2 ans et qui analyse tous les volets de la profession, c'est-à-dire les volets économiques, démographiques, les modes d'exercice, les typologies de commandes. C'est un super outil de compréhension de ce qu'est la profession et de la place des architectes. Donc l'édition qui va sortir fin 2020 analyse la place des femmes et des hommes dans la profession. Donc cette enquête va nous permettre d'arriver à avoir une vision que l'on connaît déjà un petit peu, mais plus précise sur ce volet-là. Et donc là, dans cette enquête, on va s'apercevoir que la place des femmes est grandissante dans l'architecture française. On part d'un peu loin, mais on est en train de tendre vers un futur équilibre. Oui, justement, je voulais vous poser la question de l'avenir de la profession. Donc, on voit que les femmes sont de plus en plus nombreuses, que ce soit en tant qu'étudiantes, puis ensuite inscrites à l'ordre, puisqu'elles sont passées de 8% il y a peut-être 20 ou 30 ans à presque 30% maintenant. Et également, dans les agences, la population est de plus en plus mixte, voire parfois même des agences avec une majorité de femmes. Donc, première tendance. Et deuxième tendance, je parlerai aussi de l'association. C'est-à-dire que de plus en plus, les architectes, les jeunes se groupent, comme vous voyez les petits jeunes à Marseille ou toutes les femmes qu'on a primées. En général, maintenant, la façon d'exercer est de plus en plus associée avec des confrères ou des consoeurs. Est-ce que vous pensez que c'est dans ce sens que va l'avenir de la profession? Sur l'évolution, on peut voir aussi que la pratique qui était la pratique générique il y a disons 20 ans, qui était l'exercice libéral indépendant, évolue vers plus en plus de sociétés d'architecture. Donc ça, c'est une tendance qui est assez forte. Pour revenir sur la place des femmes, vous l'avez dit, aujourd'hui, les inscriptions à l'ordre sont moitié-moitié. Dans les nouveaux inscrits, on a cet équivalent et on a nettement plus de femmes dans les écoles. Donc, je pense que la situation actuelle, au tableau, on a aujourd'hui 28%, je crois, de femmes, mais on va tendre très rapidement, enfin, on le voit,
à ce que ces choses-là s'équilibrent. Sur les nouvelles pratiques professionnelles, Elisabeth Gossard, qui est parmi vous aujourd'hui, pourrait en parler, puisqu'elle participe à un groupe de travail qui recense toutes les nouvelles pratiques architecturales. Donc, on essaye de les identifier, de voir ce qu'elles peuvent apporter et comment on pourrait évoluer notre pratique. Mais je pense que là, il ne faut pas qu'il y ait non plus de mythe. Cette forme associative en collectif, elle a toujours existé. Moi, j'ai commencé comme ça aussi. C'est aussi une phase, je dirais, post-école où on continue à travailler avec les gens avec qui on a travaillé pendant les études. Et puis, on s'aperçoit que le schéma du travail en collectif, quand on commence à avoir plus de commandes, revient sur des structures plus orthodoxes. Donc, il y a une évolution. Il faut se dire aussi que notre métier est un métier extrêmement flexible. Nous ne sommes pas du tout figés. Les architectes savent s'adapter. Ils sont obligés de s'adapter en permanence aux évolutions réglementaires, par exemple. Et donc, c'est une profession qui n'est pas du tout une profession figée. On l'aperçoit quand on parle du mode d'exercice, avec la généralisation des sociétés, avec la féminisation. Donc, nous sommes capables de nous adapter aux évolutions. Donc, par contre, sur l'avenir de la profession, il y a une certitude. Quand on veut prédire l'avenir, c'est qu'on est sûr de se tromper. Donc, je ne saurais pas dire ce que sera l'architecte de demain. Ce que je sais dire, c'est que notre rôle à nous, c'est de donner les moyens pour qu'il s'adapte le plus rapidement possible à ces évolutions. C'est pour ça que l'on a créé un certain nombre d'outils ou que l'on a mis en ligne cette université permanente pour que les architectes soient toujours au top des évolutions sociales. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir aussi, quand on parle de démographie, et là, je digresse un petit peu, vous êtes un prix de la femme architecte. Je crois qu'on a d'autres problématiques également de déterminisme social dans notre profession. Je crois qu'on est très blanc bourgeois parmi les architectes. Aujourd'hui, les études sont tellement complexes qu'elles sont très difficiles d'accès pour des gens qui ne sont pas issus d'un milieu social aisé. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles doivent nous interroger, sur lesquelles on doit apporter des réponses dans l'organisation des études, etc., pour que ces études soient accessibles au plus grand nombre et qu'on puisse arriver à avoir des architectes les plus compétents possibles pour être en mesure de répondre aux évolutions de la société. Un dernier point sur l'international. Il se trouve que l'UIA est à un colloque bientôt au Brésil et qu'il y a très récemment une session Women in Architecture qui a été créée par une dame d'origine bulgare et nous serions fort heureux de pouvoir venir représenter l'architecture et les femmes françaises dans le cadre d'un débat peut-être que nous pourrions mener au Congrès mondial des architectes. Que pensez-vous de cette initiative ? Nous sommes très actifs au sein de l'UIA. Son président, Thomas Vonier, est américain et c'est un ami. Et je crois que quand on parle des problématiques des femmes architectes, elles sont bien différentes selon les pays, les continents, les cultures et les religions. Et que ces problématiques donc sont très différentes. Et le sujet est évidemment pas le même quand on pense à la femme architecte en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. Donc il y a une nécessité d'arriver à aborder ce sujet au sein de l'UIA. Il est très clair que les femmes architectes en Afrique sont plus rares que chez nous et sont issues de milieux très aisés. Donc voilà, c'est ces problématiques-là que l'UIA embrasse et sur lesquelles on ne peut pas avoir un discours unique. Mais parce qu'il faut qu'on puisse être adapté à des réalités culturelles et cultuelles qui sont très diverses. Donc il y a un vrai sujet d'émancipation
pour l'UIA en s'attaquant à la place des femmes dans l'architecture. Merci Denis Dessus de soutenir les femmes architectes. Nous avons ici un magnifique panel de femmes architectes, toutes diplômées du prix français des femmes architectes de l'ARVA. Nous allons commencer par la jeune, donc Marie Fade. Vous faites partie de Haut Somme Architectes. Vous êtes de Marseille, vous êtes déplacée exprès pour recevoir ces prix. Alors, quelle est votre perception de ce prix? Toute jeune lauréate, quels sont vos sentiments? Comme je disais tout à l'heure, nous sommes très heureux d'avoir été choisis pour être les jeunes femmes architectes de cette année. Voilà, ça représente beaucoup pour nous parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes dans le monde de l'architecture et que c'est d'autant plus important de voir qu'elles ont un parcours et des envies architecturales intéressantes au sein de leurs propres agences. Donc voilà, je pense que ce prix peut permettre de donner envie et de donner le courage aux jeunes femmes architectes en école d'architecture de se lancer et de monter leur agence. Merci Marie. Sophie Denisov, vous avez reçu la mention spéciale pour l'œuvre originale. Nous sommes toutes évidemment ravies de vous avoir avec nous et nous apprécions beaucoup votre travail. Quelques mots pour la fin de cette représentation. Je suis très, très fière d'être distinguée au milieu de femmes qui ont tellement de talent et avec des parcours très différents. C'est formidable. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Catherine Trévalliard, vous avez eu le prix de l'œuvre originale, donc vous faites partie maintenant de ce réseau. D'ailleurs, vous faites déjà partie du réseau Women in Architecture. Et quelle est votre sensation après avoir reçu ce prix? Comme mes consoeurs, je suis vraiment touchée de recevoir ce prix et vous pouvez compter sur nous, on va continuer à se battre. Sophie, lauréate 2017, membre du jury, vous êtes là pour représenter les femmes architectes qui ont eu le prix international, mais pas que. Un petit mot de conclusion? Écoutez, moi également, je suis très, très heureuse d'avoir participé à ce jury 2020. Et d'avoir sélectionné toutes ces femmes toutes aussi talentueuses et résistantes les unes que les autres. Voilà. Donc bravo à vous toutes. Dominique Jacob, lauréate du prix en 2019, membre du jury en 2020. Alors, que pensez-vous de ce nouveau panel et êtes-vous satisfaite de la sélection 2020? Oui, bien sûr, je pense qu'on avait énormément de candidates avec beaucoup de talent. Donc je souhaite vraiment longue vie à ce prix qui donne vraiment une visibilité à, je crois maintenant plus de 43 femmes qui ont été primées depuis 8 ans, ce qui est fantastique. Et qui vraiment, je pense que cette présence sur le terrain, cette visibilité de tous ces talents féminins vont arriver à une vraie parité. Je pense qu'on a envie toutes d'œuvrer ensemble. Et c'est aussi l'occasion, en effet, de se re-rencontrer pour la plupart ou de rencontrer de nouveaux talents que je ne connaissais pas. Mais je pense que c'est un prix extrêmement important et je continue à le soutenir. Merci beaucoup. Florence Lipski, vous êtes maintenant lauréate du prix Femme Architecte 2020. Toutes nos félicitations. Un petit mot de conclusion? Écoutez, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis ravie de prendre le relais et de ce passage de relais avec Dominique Jacob. Et moi aussi, je suis ravie d'être parmi vous parce qu'il faut qu'on milite chaque matin et qu'on a une année devant nous, peut-être sans Covid, donc on va peut-être avoir une année très efficace pour donner de la visibilité au prix et puis laisser la place encore plus grande aux femmes. Écoutez, merci à vous toutes. Je vous applaudis. On va s'applaudir de même. Bravo. Nous avons comme soutien le ministère de la Culture, en la personne de Madame Agnès Salle, qui est en même temps est responsable de l'égalité, de la diversité et de la prévention des discriminations, et également qui s'occupe en tant qu'experte de la mission sur l'international. Donc on va laisser la parole à Agnès Salle pour conclure cette manifestation. Et bravo à vous.
Et bravo à tout le monde et puis à très bientôt, peut-être pour les visites architecturales que nous prévoyons de faire en mai 2021, ainsi qu'un colloque international sur les femmes architectes. Merci Catherine. Merci beaucoup Catherine. Bonjour, Agnès Salle, nous sommes là pour parler du prix Femmes Architectes. Donc cette année, vous avez participé au jury. Quels ont été vos sentiments par rapport à cette action, donc, qui est le jury des Femmes Architectes 2020? Je suis donc haute fonctionnaire au ministère de la Culture, en charge de l'égalité, de la diversité, de la prévention des discriminations. Et j'ai en effet, pour la première fois, participé au jury. Et les impressions que j'en retire sont tout à fait positives dans la mesure où, d'une part, cette réunion de jury m'a donné l'occasion de croiser, de rencontrer beaucoup de femmes architectes que j'avais croisées, que je connaissais par ailleurs, et travailler ensemble autour d'un projet commun, en l'occurrence, élaborer un palmarès équilibré, c'est tout à fait différent et tout à fait sympathique. Et puis, j'ai été très frappée par d'abord le grand nombre de candidatures au prix qui illustrent le retentissement et la notoriété de cet événement qui a lieu maintenant depuis plusieurs années. Et j'ai également été tout à fait impressionnée par la qualité des projets qui avaient été préalablement présélectionnés, par la diversité des parcours des femmes postulant différentes catégories de prix. Et il m'a donc semblé qu'au terme d'un travail de comparaison, d'appréciation équitable des parcours professionnels, des travaux réalisés par les candidates, nous étions parvenus de façon finalement assez naturelle, assez consensuelle et dans une très bonne et sympathique ambiance à un palmarès qui, je crois, reflète bien la qualité des candidatures reçues et qui n'est pas vraiment sujet à contestation. Évidemment, on aurait voulu sans doute primer encore davantage de celles qui avaient présenté un projet, un dossier, mais il me semble malgré tout que la qualité des candidates finalement sélectionnées est à la hauteur de l'enjeu qui consiste bien à montrer à quel point les femmes architectes sont talentueuses, puissantes, inspirantes, et j'espère en tout cas que notre palmarès l'illustre comme il le faut. Vous avez donc dans votre titre en charge de la prévention des discriminations au sein du ministère. En quoi consiste votre tâche, évidemment, et je sais que c'est assez complexe, et pouvez-vous nous faire une petite synthèse? En effet, depuis 3 ans maintenant, je suis en charge des chantiers égalité-diversité. C'est une tâche écrasante dans la mesure où le travail à accomplir est encore colossal et il est devant nous. Même si quelques progrès, mais trop faibles à mon gré, ont malgré tout été enregistrés. En réalité, il s'agit de se saisir du sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la prévention des discriminations dans toute leur amplitude. Et c'est ce que je m'efforce de faire en traitant à la fois ces questions au sein des services, du ministère, des établissements publics, de l'ensemble des institutions culturelles qui relèvent du périmètre ministériel, mais aussi en interrogeant la question des discriminations et de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble du champ des politiques culturelles, à la fois du point de vue des publics accueillis dans nos institutions culturelles, du point de vue des élèves, des étudiantes et des étudiants qui sont dans nos écoles d'art, d'architecture, de musique, de danse, de théâtre, mais également en interrogeant les programmations de nos institutions, parce que les programmations reflètent bien, elles aussi, l'inégalité manifeste qui continue d'exister entre les femmes et les hommes, et en interrogeant les programmations, en interrogeant les politiques culturelles, on déborde, et c'est très bien ainsi, du champ public. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous vous intéressez par exemple à la production cinématographique et audiovisuelle, à l'industrie du jeu vidéo,
à l'ensemble du secteur musical, à l'architecture, vous allez interroger également des secteurs qui relèvent du champ de l'entreprise privée, qui est également concerné au premier chef par la question de l'égalité, à la fois égalité dans l'accès aux responsabilités, dans l'accès aux différentes filières, aux différents métiers, égalité dans l'accès aux postes de responsabilité et de direction, égalité salariale, qui est un vrai sujet, également l'accès aux moyens de création et de production, et on sait trop que encore aujourd'hui, les femmes et les projets qu'elles présentent sont insuffisamment subventionnés ou aidés financièrement, et puis également un sujet qui n'est pas question d'occulter, qui est celui des violences et du harcèlement sexuel et sexiste, qui existent partout, à la fois dans le champ public, dans le champ de l'entreprise privée. Il est urgent et important que nous nous dotions des moyens pour mettre fin à ces situations qui sont un obstacle de plus, il y en a déjà suffisamment, un obstacle de plus sur le chemin des femmes pour accéder à l'égalité réelle. Un dernier point, dans toujours votre titre, vous marquez que vous êtes chef de la mission expertise internationale. Nous travaillons nous-mêmes avec différents pays dans le cadre du réseau Women in Architecture, mais aussi dans le cadre du programme Yes We Plan avec plusieurs ordres professionnels européens sur la question de l'égalité dans le domaine de l'architecture. Nous allons organiser pour cela une conférence en mai 2021 et nous souhaiterions vous y inviter et aussi pouvoir échanger sur ces questions avec évidemment les partenaires des autres pays. La dimension internationale est toujours passionnante, à la fois d'ailleurs du point de vue de la situation de l'égalité ou des discriminations dans les autres pays d'Europe et au-delà, mais aussi parce que, en effet, notre mission, notre champ d'action concerne l'expertise internationale au sens de l'exportation des compétences, des savoir-faire nationaux dans l'ensemble du champ des industries culturelles et créatives, de la culture au sens large, sur les marchés internationaux. Et évidemment, l'architecture constitue un terrain privilégié de l'exportation. Le ministère de la Culture m'a demandé d'y travailler en particulier, s'efforce de mieux porter, de mieux présenter les talents de nos différents métiers de la culture et notamment de l'architecture pour que, davantage encore que ça n'est le cas aujourd'hui, les architectes, femmes et hommes, mais pourquoi pas beaucoup de femmes, soient mieux connus et participent encore davantage qu'elles ne le font aujourd'hui à des projets internationaux de façon à ce que la compétence, le talent de nos architectes irradie sur l'ensemble de la planète. Et c'est effectivement l'un des objectifs que je m'assigne en tant que chef de la mission expertise culturelle internationale.